Rebonjour au visage que je reconnais et à ceux que je découvre, bonjour, comme d'habitude. Alors, on arrive bientôt au terme de cette première journée. On est sur l'avant-dernière conférence. Il y en aura une juste après qui sera un peu plus type table ronde, etc., qui se passera juste ici. Vous serez au bon endroit pour conclure cette journée ensemble. Eh bien, c'était une intervenante, je crois que c'est la seule, qui est à distance. Alors c'est un peu plus particulier, on n'a pas eu l'occasion encore d'échanger. Je suis, normalement, elle va s'afficher derrière moi. Ah ben voilà, c'est déjà fait. Je suis avec Pascal Crepeau de Borde. Bonjour. Bonjour, Voilà, moi, enchantée. faut que je regarde là pour que tu me vois, c'est ça? Oui. Oui, je te vois parfaitement. Alors, enchanté, on est ravis d'être présent avec toi. Alors, sache que tu ne le vois pas, mais il y a des gens qui sont ici, dans cette salle, et qui te voient en grand, affiché en très grand. Formidable, bien profiter du spectacle. Donc, Pascal, tu travailles pour CWF, tu es e-business Tout à fait. director. Donc, tu vas pouvoir nous parler de ça. J'aime bien le titre. En plus, c'est réaliser 50% de ses ventes en ligne sur des marketplaces, puisque les 50 autres pourcents des dis-nous, ils viennent d'où? Un peu. Eh bien, on les génère via notre site propre qui s'appelle kidsaround.com, qui est notre marque ombrelle qui nous permet de commercialiser l'ensemble des marques de notre portefeuille. Je trouvais ça intéressant de partir de ce postulat-là, puisque les autres 50 autres pourcents, eh bien, ce sont sur des marketplaces. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Pascal, je te laisse la main. N'hésitez pas à interagir si vous avez des questions, et vous aussi chez vous, puisque vous avez un chat Meet à votre disposition. Je te laisse la main. Parfait. Donc, en effet, moi, je suis en charge du développement digital du groupe CWF. Pour reposer un petit peu le contexte, CWF, ça veut dire Children Worldwide Fashion. Et c'est une entreprise qui est spécialiste des vêtements pour enfants. Et notre savoir-faire, c'est vraiment de gérer des licences de vêtements pour les enfants. C'est-à-dire que ce sont des marques adultes qui nous confient leurs marques pour que nous développions la gamme enfant en allant du design à la fabrication du produit jusqu'à la distribution des produits. Donc aujourd'hui, on a 14 marques qui font de Boss, Givenchy, Lanvin, en passant par Kenzo ou Chloé. Et on a développé deux marques propres en complément qui s'appellent Billy Blush et Carrément Beau. Et puis, comme je vous le disais, on a développé une marque ombrelle qui nous a permis de commercialiser ces marques sur un site qui s'appelle aujourd'hui kidsaround.com et qui est ouvert sur 8 pays, dont les US, le UK, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la France. Le point commun à toutes ces marques et à cette marque ombrelle, c'est le positionnement premium luxe qu'on s'évertue à maintenir. C'est vraiment le portefeuille qu'on veut développer aujourd'hui parce que c'est vraiment le positionnement du groupe aujourd'hui et notre expertise. Notre ambition, c'est effectivement de faire croître la notoriété de la gamme enfant pour ces marques. Parce qu'aujourd'hui, bah, typiquement, nous, on a la marque Karl Lagerfeld. Tout le monde connaît la marque adulte Karl Lagerfeld, mais pas forcément la gamme enfant. Donc, notre objectif, c'est de faire grandir cette notoriété tout en faisant grandir la notoriété de notre marque enseigne, donc Kids Around dont je vous parlais. Et c'est vrai que comme aujourd'hui, on a une distribution qui est pour le groupe qui est protéiforme, on a du wholesale, on vend des produits à plus de 2500 revendeurs sur 83 pays et on a en parallèle une activité retail où on est présent dans des grands magasins à travers des corners et on a également justement notre marque enseigne pour laquelle on a près de 60 boutiques Kids Around aujourd'hui. Et donc, on a créé en parallèle ce site Kids Around qui nous permet de distribuer nos marques. Donc aujourd'hui, le groupe fait environ 280 millions d'euros de chiffre d'affaires et l'e-commerce qu'on gère en direct, c'est-à-dire via kidsaround.com et les marketplaces, c'est un petit peu plus que 10% du chiffre d'affaires global. Et ce chiffre d'affaires, et du coup, il est réparti. Alors, il y a une petite imprécision, c'est plutôt un tiers du chiffre sur kidsaround.com et deux tiers sur les marketplaces. On a aujourd'hui 9 partenariats actifs sur les marketplaces. Et l'idée, c'est effectivement, évidemment, sur Kidsaround, d'investir, de structurer le marketing digital, d'investir sur des leviers SEO, SIA, social media. Mais la volonté, c'était aussi de développer une distribution via les marketplaces
pour tout simplement nous aider à faire rayonner les marques sur différents marchés sur lesquels les marketplaces sont présentes et où nous ne sommes pas forcément présents. Et avec le partenariat qu'on construit avec chacune des marketplaces, l'enjeu, c'est le partage de valeur. Disons, quelque part, disons, chacun se focus sur là où il est le meilleur. Donc clairement, les marketplaces, là où ils sont bons pour nous, c'est justement d'aller chercher ce trafic, un trafic qualifié, de gérer leur base de données clients. Ils sont très bons là-dessus et c'est leur expertise, c'est ce qu'on vient chercher. Mais nous, là où on est très bon, c'est effectivement sur l'offre produit, notre maîtrise des produits, donc de l'offre, de la logistique, du transport et de nos stocks. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur le savoir-faire et les compétences des marketplaces pour pouvoir nous identifier potentiellement des marchés sur lesquels on pourrait avoir un potentiel. Clairement, là, il y a 2 ans, moi, j'ai ouvert le partenariat avec Zalando. Ça nous a permis, en fait, de tester l'affinité de nos marques sur de nouveaux marchés. On a ouvert notamment avec Zalando les Pays-Bas. Et on a vu qu'effectivement, il y avait un fort potentiel sur cette zone, plus au nord de l'Europe. Et du coup, effectivement, derrière, on s'est lancé sur kidsaround.com en ouvrant les Pays-Bas. Voilà, typiquement, ça nous permet d'identifier un peu des marchés à potentiel et de bien l'évaluer et de se lancer, nous, potentiellement en direct. Ce qui n'empêche pas de continuer le partenariat avec la marketplace en question, là où on a identifié le potentiel, parce que ça maximise en fait les chances de visibilité de nos marques et encore une fois, ça développe la notoriété de nos marques. La seule l'exigence des marketplaces, elle est effectivement forte. Il faut être irréprochable en termes de service client, de préparation de commandes. Effectivement, nous, et souvent d'ailleurs, on est soumis à des pénalités, à une visibilité réduite quand on ne respecte pas les conditions qui sont imposées par les marketplaces. Donc, c'est assez exigeant, d'autant que chacun des partenaires a ses propres exigences. Là où on va, et c'est une grosse difficulté, disons, en termes d'organisation, de process, c'est de gérer aussi cette multitude de marketplaces et d'exigences très différentes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec 9 partenariats actifs, on a chacune nous impose des exigences différentes. Donc là où on va essayer de processiser et de structurer notre approche, c'est qu'on va, nous, on essaye vraiment de s'organiser pour essayer d'être le plus optimal possible en termes d'organisation, et ça passe par des outils. Et le premier qui, pour nous, est extrêmement important, c'est l'agrégateur. On travaille aujourd'hui avec un partenaire qui s'appelle NetEven. Et NetEven, c'est clairement l'outil qui nous permet de nous brancher aux différentes marketplaces et de gérer tout le flux, le catalogue, les stocks, les prix, les commandes. Et après, effectivement, il y a toute la relation, la gestion de la relation client. Et c'est vrai que chaque marketplace a là encore ses exigences, ses propres outils, son propre back-office. Donc, on se connecte avec les marketplaces pour interagir avec les clients. Mais on a aussi nous développé un partenariat avec un autre prestataire qui s'appelle e-Satisfaction et qui nous permet de centraliser toutes les interactions avec les clients, que ce soit sur chacune des marketplaces, mais aussi sur notre site propre. Donc clairement, effectivement, l'idée c'est qu'on processe l'approche avec les marketplaces pour être irréprochable en termes de gestion des commandes, pour profiter de la meilleure manière de tout le trafic qui est disponible et à notre disposition sur chacune des marketplaces. Et puis, notre nous, en tant que vendeur, c'est de susciter la curiosité des clients qui achètent sur ces marketplaces-là, en se disant qu'on espère effectivement qu'un client, il va se dire, tiens, j'ai eu une très belle expérience avec Kidsaround sur le site de galerielafayette.com, par exemple, donc je vais aller voir sur le site ce qu'ils peuvent proposer.
d'autres parce que et de profiter d'une offre peut-être plus large que je n'aurais pas encore découvert sur la marketplace. Donc voilà, donc on a effectivement de forts partenariats et une ambition forte de développement encore, toujours sur un positionnement premium, haut de gamme, voire luxe. Euh, donc on a des roadmaps de développement pour faire qu'effectivement, demain, on continue notre développement à travers des partenariats qu'on développerait notamment en Europe pour consolider notre présence, mais aussi aux US, là où on sait qu'on a un potentiel très très fort et on a déjà des partenariats actifs qui nous indiquent qu'on a un potentiel certain sur cette zone-là. Voilà à peu près comment nous on s'organise. Est-ce que ça suscite des questions ou des... Alors, pour l'instant, les gens sont attentifs, j'ai l'impression. Si, quand même, une hésitation, j'ai vu, non? Ça fait, ouais, ça fait combien de temps que vous êtes importé en France, me demande-t-on? Le site Kids Around existe depuis, je crois, 2016. 2016, on a lancé le e-shop et je crois que 2017 marquait le lancement des développements sur les marketplaces. Il y a eu un développement assez fulgurant de 9 marketplaces en quelques années. Donc, voilà à peu près le développement qu'on a suivi. Et retail? Comment? Et retail, la suite de la question. Et sur le retail, laissez-moi checker. Mais a priori, on a des boutiques depuis autour des années 2002. On ouvrait nos premiers corners en grand magasin. En France aux Galeries Lafayette et puis en Espagne chez El Corte Inglés. Et puis après, on a continué de développer et on a développé un concept de boutique à partir de 2012 en se disant que voilà, on développait notre propre réseau Kids Around avec près de 60 boutiques aujourd'hui. Je profite tant qu'on a une. Alors, du coup, il y a plein de questions là, hein. Attention, là, ça lève les. Je sais que t'as pas un visuel, donc je te le dis, ça lève pas mal les doigts. J'en fais une du chat quand même aussi parce que on l'oublie pas. C'est Sabrina qui demande comment gères-tu la politique tarifaire sur le catalogue de ton site en comparaison des marketplaces et quel partenaire sur la relation client. Alors, je pense que c'était à deux moments différents de quand tu es intervenu. Ouais. Alors, en l'occurrence, sur la politique tarifaire, on essaye d'être très aligné en se disant que on applique précisément les mêmes prix sur les marketplaces que sur notre site propre. La complexité, c'est que souvent les marketplaces n'ont pas la flexibilité d'appliquer des méga promos, par exemple, le fameux 50% des deux ou voilà, des mécaniques promotionnelles, disons, qui sont un petit peu différentes, qui nous permettent de contourner un peu juste la promo basique. Mais en tout cas, on essaye vraiment d'aligner les promos sur chacun des sites pour viser la parfaite cohérence et qu'un client ne soit pas ni favorisé ni défavorisé en allant chez tel ou tel partenaire. On se dit que voilà, les phases de promo sont les mêmes partout et on les gère en fonction et par zone parce que effectivement, on a des politiques différentes sur les US, en Asie, et donc on applique simplement les mêmes phases de promo sur les différentes zones. Et pour ce qui est du partenaire service client, je vous le disais, c'est e-Satisfaction qui nous accompagne. C'est une entreprise qui est basée à Lyon et avec lesquels on a vraiment développé un partenariat fort et des process très spécifiques pour vraiment adapter l'accompagnement des clients pour être au plus juste et très réactif par rapport aux différentes demandes qui nous sont adressées.
Bonjour, une petite question sur toutes les marketplaces sur lesquelles vous êtes à 100% en dropshipping, vous faites du fulfillment aussi ou vous mixez les deux? Alors globalement, en fait, la majorité des marketplaces sur lesquels on est présent, on gère tout de A à Z. On réceptionne la commande, on la prépare et on expédie, on livre au client final. Il y a simplement un partenariat avec lequel on a un partenaire qui nous met à disposition des transporteurs et c'est eux qui viennent chercher la marchandise à l'entrepôt une fois que les commandes sont préparées et expédiées au client final. Et c'est un partenaire, en l'occurrence, pour le citer, c'est Farfetch délivre, enfin qui livre, pardon, l'intégralité des pays du monde. Donc ça nous facilite aussi l'approche parce que ça nous permet de leur confier toutes les problématiques liées au transport, de douane, en tout cas toutes les problématiques liées à la géographie et ça ne met aucune limite dans l'expédition de nos produits. C'est un vrai avantage et très puissant en termes de performance. Il y avait d'autres questions, je vois d'autres mains se lever. Je transmets le micro. Bonjour, est-ce que vous avez une stratégie avec ces marketplaces pour que vos produits ne soient pas perdus dans le flot de produits qui sont aussi proposés sur ces sites et qui gagnent en visibilité? Alors, je n'ai pas très bien entendu la fin de la question, mais il me semble que c'était la stratégie pour mettre en avant nos produits. C'est bon, c'est bien ça. C'est ça. C'est bien ça. Et en l'occurrence, là-dessus, alors on a parfois des accords, enfin avec certains, des accords, on négocie en fait avec eux des budgets marketing pour mettre en avant certaines périodes très stratégiques pour certaines marques sur lesquelles on a une actualité, une capsule, un événement qui nécessite une mise en avant spécifique. Des mises en avant spécifiques via des emails dédiés, via une présence sur la homepage, via différentes propositions que eux nous font, ou des posts d'ailleurs sur des Instagram, des comptes Instagram, etc. Ça peut être de cet ordre-là. Mais effectivement, enfin, nos budgets marketing ne sont pas extensibles, donc effectivement, on n'en a pas toujours. Mais quand on en a d'ailleurs, on essaye aussi avec certains partenaires de les dédier à certaines zones. On a eu l'occasion dans le passé de faire avec Farfetch, par exemple, des opérations marketing spécifiques sur la Chine. Ça nous permet de toucher une zone en particulier sur laquelle on veut mettre un peu d'emphase à une période où ça nous semble propice. Et effectivement, c'est souvent intéressant en termes de performance. C'est souvent des vrais boosters de perf. Et nous, on check après chaque mise en avant le ROI de chaque opération, en se disant que la rentabilité, la profitabilité de chaque OP est essentielle pour pouvoir la reproduire. En revanche, la plupart du temps, honnêtement, c'est plutôt des discussions qu'on a avec les marketplaces qui, eux aussi, ont besoin finalement d'actualité et de développer différentes, enfin de dynamiser leur prise de parole et de développer un plan d'animation commerciale aussi différenciant. Et nous, sur l'univers de l'enfant, effectivement, avec 14 marques, on a énormément d'actualités, énormément de possibilités. Donc souvent, ça nous permet en fait de proposer, nous, différents temps forts dans la saison, en se disant, voilà, nous, voilà ce sur quoi on est capable de communiquer. Et souvent, ça intéresse les marketplaces de relayer notre actualité finalement à travers des assets qu'on leur fournit, des vidéos, des photos, pour pouvoir aller animer finalement des périodes sur lesquelles ils ont besoin d'animer leur site, parce qu'eux aussi, en fait, ils ont besoin de faire varier un peu les plaisirs, de faire parler de différentes marques au fur et à mesure de l'année. Les questions sont ouvertes. Je continue ? Tu me dis, allez, je continue. Il y en a en ligne également. Alors, il y a Nicolas qui réagissait, je pense, à un moment, et qui dit NetEven ne connecte sûrement pas toutes les marketplaces. Comment vous gérez les marketplaces qui ne sont pas connectés, justement ?
Alors en effet, après bon, c'est tout l'intérêt d'avoir vraiment un partenariat très proche avec NetEven. On est vraiment à livre ouvert avec eux, en se disant que quand nous, on travaille notre roadmap de développement, en se disant, bah voilà les zones prioritaires pour l'année, voilà les marketplaces identifiés ou les partenaires chez lesquels on aimerait pouvoir développer ou avec lesquels on aimerait pouvoir développer un partenariat. On essaye vraiment de travailler avec eux très en anticipation pour que eux puissent effectivement aller évaluer finalement leur capacité à aller s'emborder avec les marketplaces que l'on aura tagués. Et puis de la même manière, eux nous font beaucoup de recommandations aussi en se disant tiens, sur l'Europe, il y a tel marketplace qui est en train de grandir, tu devrais regarder parce que voilà, si l'enjeu c'est quand même de consolider l'Europe, c'est en train de devenir une marketplace de référence. Donc ça génère souvent des calls tripartites en se disant voilà, on échange sur notre capacité à aller vers de nouvelles marketplaces. Mais on essaye vraiment, enfin, et donc effectivement, il y a à la marge, là en l'occurrence, il y en a 2 avec lesquels on n'est pas connecté avec NetEven, enfin via NetEven. Disons qu'on est en direct avec les marketplaces via des API. Mais en l'occurrence, je peux le dire très clairement, c'est des marketplaces aujourd'hui qui fonctionnent parfois très bien en termes de performance, mais qui sont un peu moins fluides dans la gestion du catalogue, des commandes, des stocks, etc. Parce que c'est vrai que quand on a cette organisation aussi bien organisée, disons, avec NetEven, ça nous facilite beaucoup la vie aussi en termes de run après, pour vraiment gérer les marketplaces au fur et à mesure. Donc, on est effectivement, enfin, on essaye en tout cas d'initier des discussions très tôt directement avec NetEven, qui eux aussi, de toute manière, ont des ambitions de développement et se doivent de continuer à intégrer de nouvelles marketplaces. Donc, on travaille vraiment ensemble, en fait, et ça fonctionne très fort. Et c'est vrai que quand on a des ambitions fortes sur les marketplaces, c'est important aussi d'avoir un partenaire avec lequel on est en confiance et on avance ensemble, en fait, sur ce fameux développement. Oui, une autre question. Rebonjour. Par curiosité, vous êtes sur quel marketplace exactement, les 9 dont vous parlez? Alors, nous en venons à la liste. La liste exacte, c'est aujourd'hui, pour n'en oublier aucune, je prends un petit pense-bête. Donc, il y a Farfetch, Zalando, galerielafayette.com, El Corte Inglés en Espagne, La Redoute, Tmall en Asie, Amazon, VP Brands Place et Showroom Privé sur Le Village, qui est une petite marketplace qui vient de s'ouvrir l'année dernière. J'en profite. Voilà la liste. Il y avait une question d'Ariel un peu plus tôt dans le chat qui demandait les critères que vous regardez vous avant de vous dire ben, on va aller dans cette marketplace. C'est quoi les critères? Ouais. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est important de le signaler, c'est qu'on est très, très, très sollicité pour ouvrir de nouvelles marketplaces. Donc, bon, il y a un côté assez flatteur, hein, c'est grisant de se dire qu'on est attendu sur pas mal de marketplaces, mais nous, effectivement, on a une approche très raisonnée, disons, très factuelle et très héroïste du développement de nouveaux partenariats. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de développer un PNL avant toute ouverture de marketplace en se disant et en prenant les éléments très factuels, en considérant tant le visitorat, le positionnement de la marketplace, qui est déterminant pour nous parce que c'est quand même, enfin nous, on veut, disons, offrir le plus bel écrin à nos marques premium luxe et qu'elles aient vraiment l'écrin qui soit, disons, adapté à leur positionnement. Donc ça, c'est déjà capital dans l'approche. Et puis au-delà de ça, après, on fait des forecasts très précis, des marques que nous allons pouvoir intégrer, parce que nous, effectivement, étant donné que nous gérons des marques sous licence, on se doit de demander l'accord aux marques adultes en disant, voilà, nous, ça nous semble cohérent d'intégrer cette marketplace, mais on se doit quand même d'obtenir des validations. Donc, on fait une liste de marques, du nombre
de produits qu'on considère pouvoir écouler sur la marketplace, de la remise moyenne qu'on va pratiquer, du chiffre d'affaires global qu'on va générer. À ça, on ajoute tous les coûts qu'on va devoir prendre à notre charge sur la marketplace en question. Et tout ça cumulé nous donne les bidas qu'on va finalement garder sur ce partenariat. Et pour nous, c'est vraiment ce qui fait foi. C'est la projection finalement financière autour du partenariat. Il faut que ça réponde à l'exigence qu'on se fixe nous en interne pour que l'apport il soit réel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, moi j'ai dans mon équipe deux account managers, disons, des experts marketplace qui développent vraiment les partenariats et qui les gèrent. Il faut qu'on s'assure que leur temps soit optimisé et qu'effectivement, elles ne passent pas du temps sur des marketplaces qui ne sont pas rentables et qui ne nous apportent rien, ni en chiffre, ni en rentabilité et ni en visibilité, en positionnement. Donc du coup, on est assez exigeant, disons, sur les ouvertures. Pour veiller. Et effectivement, on n'a pas non plus une capacité d'ouverture qui est extensible. Malheureusement, on a des capacités aussi qui sont limitées. On en ouvre à peu près 2 à 3 par an, ce qui est déjà bien. Mais voilà, on sait qu'on a une capacité correcte, mais on adorerait aller encore plus vite. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on doit en choisir 2 ou 3, on se doit de choisir les bonnes. Et pour ça, effectivement, au-delà du positionnement, il y a la rentabilité et l'apport de chaque marketplace. Et puis, je n'ai pas cité, mais il y a effectivement les zones géographiques, je vous le disais tout à l'heure, parce que nous, on a vraiment une roadmap de développement worldwide pour nos marques. Donc, il nous faut vraiment avoir la couverture géographique la plus large possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas sur une marketplace qui est déjà présente sur un pays sur lequel on est déjà. En revanche, il faut que cette marketplace apporte autre chose, disons, vienne répondre à autre chose ou vienne cibler d'autres targets de clients, ou voilà, que ça vienne en complément de l'activité que nous avons déjà sur le pays. Alors ça, c'était pour les critères pour sélectionner une marketplace. Sabrina, du coup, dans le chat, enchaîne avec mais est-ce que vous êtes déjà sorti d'une marketplace? Est-ce que vous êtes déjà rentré et vous êtes dit peut-être qu'on n'a pas à rester ici parce que justement, non héroïste peut-être? Ouais. Eh bien, nous ne l'avons pas encore fait, mais nous l'envisageons, en effet, et précisément pour des questions héroïstes, en se disant... voilà, il y en a notamment une à laquelle je pense qui n'est pas rentable. Aujourd'hui, ça ne suit pas le forecast qu'on avait initialement prévu. Donc, effectivement, on se dit comment, est-ce que la solution, c'est pas de sortir? Donc, effectivement, on l'a déjà envisagé. Après, effectivement, comme les phases de développement sont longues, globalement, ça prend entre 3 à 6 mois pour développer une marketplace. Et du coup, nous, on est plutôt dans l'optique de se donner toutes les chances pour que ça performe. Disons qu'aujourd'hui, on est plutôt dans tenter d'identifier une solution plutôt que et de contourner le problème, de trouver le problème pour le régler et redresser la barre plutôt que d'arrêter. Donc là, on est plutôt dans un plan d'action en se disant, voilà ce qu'on tente, on reprend le PNL, voilà ce qui pêche sur la marketplace en question, et on essaye vraiment très concrètement d'apporter des réponses des solutions pour rectifier un peu le tir et faire qu'on arrive enfin à être rentable. Donc, donc pour l'instant, on n'a rien arrêté, mais effectivement, ce ne serait pas inenvisageable, honnêtement. On n'aurait aucun intérêt à rester chez un partenaire qui ne serait pas ni rentable ni efficace, quoi. Donc, mais bon, on essaye de tenter le tout pour le tout et quand même de se donner le maximum de chances pour redresser la barre avant de prendre ces décisions assez définitives, quoi. Du coup, si prochainement vous sortez d'une marketplace, on pourra comprendre que
le ROI n'était pas suffisant pour vous sur cette marketplace. On cite personne, Bon, mais voilà. a priori, ce ne sera pas écrit en géant sur la homepage de la marketplace, Non, mais non, non. On a fait pas mal de tours. Je fais un regard un peu de demande. Avez-vous encore des questions? Eh bien, écoute, je pense que en même temps, il y en a pas mal déjà qui ont été posées. Pascal, est-ce que tu veux faire une phrase afin de conclure, une phrase à nous dire, enfin une phrase, pas forcément une phrase, mais est-ce que tu veux conclure? Non, je pense que j'ai abordé à peu près tous les points. Après, en fait, moi, ce que je retiens, et c'est vrai que ce qui a fait, je pense, un peu la différence quand moi je suis arrivée, c'est que moi, je considère vraiment les marketplaces comme des partenaires qui nous aident vraiment au quotidien. Et je pense que c'est effectivement en ayant une relation win-win qu'on peut réussir à être successful sur des marketplaces, parce que c'est vraiment un partenariat, c'est du donnant-donnant. Donc voilà, il faut s'impliquer et être exigeant avec soi-même pour qu'en face, on essaye de nous respecter et qu'on arrive à obtenir des choses. Donc voilà un peu ce que moi, enfin, ce qui m'anime au quotidien en tout cas, et comment moi, et ma vision des marketplaces, quoi. Un grand merci à Pascal Crepeau de Board de CWF. Merci. Je tends le micro pour que tu puisses entendre les applaudissements. Merci beaucoup d'avoir été présente avec nous pour ce Marketplace Connect. Merci aux gens du chat, merci à vous aussi qui étaient présents là, vous avez posé beaucoup de questions. Merci aux gens du chat qui étaient très présents aussi sur cette conférence. Je tenais à vous dire que cette journée va se conclure avec une conférence un peu débat. Marketplace, quelle bonne stratégie et offre de produits ou de vendeurs à mettre en place. Ce sera avec Kiabi, Redsen et Sébastien Tortu, l'animation. Voilà, pour conclure cette belle journée. Merci encore à tous. Merci, très bonne fin de journée, profitez-en bien. À bientôt. Merci Pascal.